Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la société supraconsciente. Bienvenue Jean-Paul, bonjour. Bonjour Alexandra. Bienvenue Clément qui est derrière, voilà. Bonjour. Qui assure la technique. Et écoutez, j'espère que vous allez bien. On va démarrer avec une nouvelle vidéo. Je sais que vous êtes très impatients de découvrir encore de nouvelles choses et de nouvelles informations. Donc on va passer sans plus tarder la parole à Jean-Paul qui va se faire un plaisir, voilà, de vous raconter plein de choses. Alors on est là, on écoute. Alors bonjour. Alors la dernière fois on a traité l'alchimie, la voie égyptienne. Alors, je vais faire un petit lien avec la dernière vidéo. On va parler du jet parce qu'on m'a beaucoup reproché la dernière fois de focaliser sur la force vive consciente, sur l'Alcast. Mais c'était le but. Donc j'avais choisi de traiter la voie égyptienne en abordant que justement la force vive consciente dans le premier chapitre. Et là on va traiter des creusets. Alors je vais faire le lien avec la précédente vidéo. Chez les Égyptiens, les transducteurs sensoriels, donc les creusets, c'était connu, ils étaient détectés, ils étaient cartographiés. Donc on le voit sur la pancarte, c'est le djed. Donc, tous ceux qui sont passionnés d'Égypte, les égyptologues professionnels ou amateurs, savent d'abord il y a une cérémonie autour du djed, ça remonte au Shemsughor, donc il y a à peu près 5000 ans, c'est prédynastique, c'est issu de la magie ancestrale Eka. Donc ceux qui connaissent ou veulent aller se vérifier, donc Eka, ça s'écrit comme ça, et le symbole c'est ça. Alors le djed, la cérémonie pour un Shemsughor, pour un vizir ou pour un pharaon, la cérémonie du soulèvement du djed, c'était activer ces 4 creusets, c'est-à-dire procéder à ces 4 éveils fondamentaux. Le premier disque représente l'éveil instinctif, le deuxième disque représente l'éveil émotionnel, le troisième disque représente l'éveil analytique et le quatrième disque représente l'éveil métaphysique, l'éveil spirituel. C'est chez les divinités, l'Aton Keper, le disque rouge qui est symbolisé sur, par exemple, la déesse Hathor, c'est le 4e creuset activé, c'est la pierre philosophale. Donc voilà, ça c'était pour faire un lien avec la précédente vidéo. Alors là, pour ne pas m'embrouiller, je vais me servir des pancartes que j'ai préparées. Alors voilà. Alors tiens, je vais montrer la carte, puisqu'on y est, la carte de la route de l'alchimie égyptienne. Et puis après, on passe à l'alchimie asiatique. Voilà, on voit que les premiers textes concernant l'alchimie égyptienne, en fait, ils sont arrivés avec la conquête arabe. À partir du 8e siècle, avec la conquête musulmane, il y a plein de traités alchimiques qui sont arrivés en Espagne, en Andalousie, et qui traitaient à la fois de la voie kabbalistique et de la voie soufie. Donc ça, c'était les deux héritières, les deux voies qui sont le plus proches de l'alchimie égyptienne. Voilà, c'était pour faire le parallèle. Là, on va voir la carte maintenant concernant l'alchimie asiatique. Donc on voit que c'est la route de la soie. Alors là, c'est plus tardif, c'est le 14e siècle. Là, tout le monde a entendu parler de Marco Polo. Donc c'était un aventurier qui était parti justement à la découverte de tous ces comptoirs, Samarcande, enfin tous ces comptoirs qui égrènent les cités-États, qui égrènent la route de la soie. Et puis c'est comme ça que les premiers traités d'alchimie interne, donc c'est la même alchimie dite spéculative, c'est la même alchimie que chez les Égyptiens, c'est-à-dire les 4 éveils fondamentaux, mais traités différemment. La différence avec la voie égyptienne, c'est la voie égyptienne a tendance à ramener tout à l'humain, elle est très anthropomorphique. On voit que c'est très subjectif comme approche alchimique. Par contre, la voie asiatique est très universaliste. Là, on a affaire aux forces fondamentales, aux polarités. On va voir que c'est une voie, c'est 2 points de vue. Ça parle de la même chose, mais c'est 2 points de vue différents. Donc là, on va arriver à la Chine. Alors voilà comment les 4 creusets sont appelés chez les Asiatiques. Donc on voit Jing, Qi, Shen, Zhenzu. Alors Zhenzu, vous n'allez le trouver nulle part. Si vous lisez le Tao Te Ching, si vous lisez le Yi King, si vous lisez le Li Zi,
si vous lisez le Chuang-Tzu, peu importe les traités, la voie de la fleur d'or, peu importe les traités alchimiques asiatiques, vous n'allez pas le trouver. Le Zhenzu, il est crypté dans les dessins. Alors là, on voit le dessin. Alors Zhenzu, c'est cette perle qui est disputée sur les gravures, sur les dessins, qui est disputée par le Tianlong, donc le dragon céleste, et le Fenghuang, le phénix. Alors le phénix représente le méditant. Alors un phénix, il ne cesse de naître et de mourir au sein de son Tianlong, c'est-à-dire notre champ aurique, notre véhicule céleste, appelé donc Tianlong chez les Asiatiques, est éternel. Par contre, le Fenghuang, lui, il naît, il vit et il meurt. Et c'est ce que les hindouistes appellent le samsara, c'est un cycle sans fin. Donc quand vous cherchez le Zhenzu sur les ouvrages qui traitent de l'alchimie asiatique, vous allez voir qu'en fait c'est crypté dans les dessins. Le Zhenzu, c'est cette perle dans les griffes du dragon, du Tianlong, qui est disputée par le Fenghuang. Alors on les voit tout le temps s'enrouler, c'est des combats sans fin. C'est la quête du 4e et du 5e creuset. Alors le 5e creuset, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, on va parler des 4 creusets qui concernent les humains. Parce qu'on va voir que le 5e creuset, on n'y a pas encore droit. C'est dans plusieurs centaines de milliers d'années, quand on sera devenu des consciences merkabiques. Donc on voit les creusets. Alors les personnes qui font des arts martiaux connaissent déjà les 3 premiers creusets. Le Jing, le Qi et le Shen sont connus de tous les karatékas, tous les aïkidokas, enfin tous les pratiquants d'arts martiaux connaissent le premier Diantan, deuxième Diantan, troisième Diantan. Alors on peut dire Ding aussi. Hein. Au plus les traités sont anciens, c'est-à-dire si vous lisez des traités alchimiques sur l'alchimie interne asiatique qui sont des années 30 ou du 19e siècle, vous allez voir qu'on n'utilise pas le mot Diantan, c'est Ding qui veut dire chaudron, qui veut dire creuser. Alors Diantan c'est plus récent, l'appellation c'est champ du cinabre. Alors là on va voir l'illustration, le champ du cinabre. Alors le cinabre c'est ça, c'est des pierres rouges, brunes, bordeaux. Ça se trouve comme ça à l'état naturel. Et c'est une pierre, alors on m'a demandé plusieurs fois pourquoi on appelle champ du cinabre les creusets. Alors on l'appelle champ du cinabre parce que le cinabre c'est une pierre qui est située en plein milieu entre le sulfureux et le mercuriel. C'est-à-dire cette pierre, si vous la sulfurisez, si vous lui rajoutez du soufre, elle va se transformer en la chauffant en mercure, en métal liquide. Et l'inverse est aussi possible, c'est-à-dire c'est une pierre qui peut à la fois se liquéfier et se sulfuriser. Donc ça a fasciné les Asiatiques, les premiers alchimistes chinois. Cette pierre les a fascinés parce que c'était pour eux la première fois qu'ils voyaient la transmutation d'un objet, d'un élément. Ils se disaient, tiens, cette pierre, elle peut devenir du métal liquide et elle peut à la fois devenir du gaz. Alors il ne faut pas tenter l'expérience, parce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre l'opératif et le spéculatif. Là, on le voit sur la pancarte. Il y a 2 types d'alchimie. Il y a la vraie alchimie spéculative, donc l'alchimie interne, qui consiste à creuser, à créer sa pierre philosophale, son 4e creuset métaphysique, donc à hériter de Siddhi, de facultés supranormales. Ça, c'est la quête des vrais alchimistes. Et après, il y a l'alchimie pratique, l'alchimie dite opérative. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Alors, les gens qui partent sur une voie opérative, une voie d'alchimie pratique, l'erreur qu'ils font, c'est de prendre du cinabre et d'essayer de le sulfuriser, d'essayer de faire une opération chimique. Et là, il y a des vapeurs très toxiques qui émanent de la préparation quand on la chauffe. Et il y en a plusieurs alchimistes amateurs qui sont morts ou qui ont perdu la raison parce que les vapeurs de mercure attaquent le lobe frontal, le cortex, le néocortex, et le gars devient un légume. Donc je déconseille à tous les alchimistes amateurs de tenter de changer du cinabre en mercure. C'est toxique, ne faites pas ça. Donc voilà, là on voit sur la pancarte, faites bien la différence entre l'alchimie spéculative, la vraie, et l'alchimie opérative. Alors l'alchimie opérative, c'est pas qu'elle est fausse, c'est juste que c'est pas la même vocation. L'alchimie opérative va donner naissance, l'alchémia, le mot alchimie vient de l'arabe alchémia, qui veut dire la cuisine. Pourquoi? Parce que l'alchimie opérative, elle se passe dans des alambics, dans des chaudrons, on fait chauffer, on refroidit, on décante, et ça a donné naissance à la chimie moderne. Donc
On va dire que les premières expériences, ça a été justement de transformer du cinabre en mercure et de fabriquer de la poudre à canon, de mélanger du salpêtre, du soufre et c'est quoi déjà? Et du charbon. Salpêtre, soufre, charbon, c'était de l'alchimie opérative. C'était en bricolant. Ces alchimistes amateurs, en bricolant, mélangeant des choses, ben, ils ont vu que ça fonctionnait, mais ça ne faisait pas de l'or, ça ne transformait pas le plomb en or. Donc, si vous vous demandiez pourquoi ça s'appelle champ du cinabre, c'est à cause de la pierre cinabre, c'est ça le lien. Alors là, on va passer, alors on revient sur les Chinois, vous allez voir qu'en fait, dans toutes les doctrines à haute intensité spirituelle, ben c'est pareil. Chez les Chinois, le Jing, Qi, Shen, Zhenzu. Donc maintenant, vous savez détecter le Zhenzu dans les ouvrages asiatiques. Dès que vous voyez le dragon se battre avec le Feng Wang, vous savez que ça parle du Zhenzu, de la pierre philosophale des alchimistes. Donc comment elle s'active, cette pierre philosophale, chez les Chinois? Ben, pareil que chez les autres peuples, c'est par la vacuité cérébrale. Donc chez les Asiatiques, ça s'appelle Shunyata. Ça s'appelle tout simplement le vide, faire le vide. Donc on voit que au plus on descend son activité neuroélectrique dans une méditation profonde, au plus on active ses creusets. Donc on active son premier creuset chez les Chinois, son premier creuset Jing, son second creuset Qi, émotionnel. Alors Jing c'est instinctif. Ensuite le troisième creuset Shen, analytique. Et Zhenzu, la perle du dragon, ça c'est l'éveil métaphysique. Alors là on va passer au japonais, c'est pareil. Donc quand plusieurs doctrines, quand plusieurs voix disent la même chose, quand c'est consensuel, on peut commencer à se dire c'est peut-être des alchimistes spéculatifs qui sont dans la vraie voie. L'alchimie opérative, c'est bien, ça a donné naissance à la poudre à canon, mais ça ne génère pas la pierre philosophale. On ne peut pas faire son grand œuvre opérativement. Il n'y a pas de pratique pour faire le grand œuvre. Le vrai grand œuvre est spirituel. Alors là, chez les Japonais, on voit, eux, ils ne parlent pas de Ding. Enfin, ils parlent de Ding, ils connaissent. C'est pareil, le Jing, le Qi, le Shen et le Zhenzu, ils le connaissent. Mais eux, les Japonais, ils préfèrent parler en état de conscience. Donc on voit que chez les Japonais, on va plutôt parler de Mushin, on va parler de Fudoshin, on va parler de Kensho et on va parler de Satori. C'est-à-dire, ça décrit pareil, mais pas du point de vue des creusets. On parle là au niveau d'éveil de conscience. Donc le Mushin, c'est l'éveil instinctif. Le Fudoshin, c'est l'éveil émotionnel. Le Kensho, c'est l'éveil analytique. Et le Satori, c'est l'éveil métaphysique. On parle de la même chose. Je fais une petite parenthèse avec les chakras. On me demande souvent, alors c'est pareil, on me demande souvent, là on voit comment ça se passe chez les hindouistes, on me demande souvent quelle est la différence entre des chakras et des creusets, les ding, les fameux chaudrons taoïstes, les diantan, les chants du cinabre. Est-ce que c'est pareil que les chakras? Oui. Alors simplement, on le voit sur la pancarte. Alors, Sahasrara, Ajna, Vishuddha, Anahata, Manipura, Svadhisthana et Muladhara. Alors on voit qu'il y en a 7. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a que 4 en fait qui nous intéressent. Il y a 4 transducteurs sensoriels chez les humains. C'est instinctif, émotionnel, analytique et métaphysique. Donc on comprend que là, il y a 3 chakras en trop. C'est-à-dire, les hindouistes ont fait du zèle. Les chakras, les vrais creusets, les ding, les diantan, font la taille à peu près d'une orange. Là, je vous le fais visualiser sur cette pancarte. Voilà, ça fait la taille à peu près d'un pamplemousse, d'une grosse orange. Alors que les 3 méridiens intermédiaires que les hindouistes ont intercalés font la taille d'une noix. C'est beaucoup plus petit. Et surtout, ils sont reliés, c'est-à-dire, par exemple, Muladhara est relié à Svadhisthana, il est relié à l'instinctif. On va comprendre que Manipura est relié à Anahata, à l'émotionnel. Donc on comprend que ces méridiens intermédiaires, ça ne sert à rien de les notifier, c'est superfétatoire. Superfétatoire, ça veut dire que les hindouistes en font trop. Parce qu'en fait, s'ils avaient vraiment voulu faire visualiser tous les méridiens, ils ne s'en seraient pas sortis. Parce que des méridiens intermédiaires, on en a sur tout le corps. On en a à l'aine, sous les aisselles, on en a tout le long du canal médulaire, tout le long du système cérébrospinal, on est rempli de méridiens intermédiaires. Donc on voit que nous, il y a 4 chakras qui nous intéressent, c'est Sahasrara, c'est Ajna, c'est Anahata et c'est Svadhisthana. Donc c'est en partant du bas, c'est l'instinctif, l'émotionnel, l'analytique et le spirituel.
il y a 4 transducteurs sensoriels, donc il y a 4 creusets, il y a 4 digues. D'ailleurs, on le voit, la carcasse osseuse des humains est bâtie autour des digues, autour des chaudrons. Elle est bâtie autour de ces transducteurs sensoriels éthériques. On voit que le bassin est une demi-sphère osseuse qui entoure à l'arrière le premier creuset instinctif. On voit que le thorax est une sphère ajourée. Les côtes, c'est les côtes latérales. Vous voyez bien que ça entoure le creuset émotionnel. Le crâne, alors carrément, là, c'est une sphère osseuse. Il y a juste les orifices pour les yeux, les oreilles. Là, on voit que carrément, le creuset analytique est complètement entouré par une sphère osseuse. Alors, par contre, le 4e creuset, la fameuse pierre philosophale, elle n'est pas encore entourée par une masse osseuse, c'est-à-dire notre crâne ne s'est pas encore allongé. On subira une mutation au cours des centaines de milliers d'années, l'humain va subir une mutation, nos crânes vont s'allonger. Et le 4e creuset sera noyé dans la sphère osseuse. Ce n'est pas le cas pour le moment, parce que ce 4e creuset, il est récent dans l'évolution des humains. Il a à peu près entre 17 et 19 000 ans. Ce sont les chamanesses de l'ère magdalénienne, au paléolithique supérieur, je l'ai évoqué dans plein de vidéos. Ce sont ces chamanesses qui l'ont activé il y a à peu près 17, 18, 19 000 ans. Comment on le sait? Parce qu'on le voit sur les grottes dans le sud-ouest, les grottes de Lascaux, les grottes de Niaux. On sait qu'entre 17, 18 et 19 000 ans, les hommes ont commencé à se poser des questions métaphysiques. Ils l'ont transcrit en dessin. Ils se sont posés des questions sur Dieu, enfin sur les divinités, le principe divin. Ils se sont posés des questions sur l'infini, sur l'éternité. Et ça leur était interdit avant. Avant, on était plus proche des animaux que des humains. C'est-à-dire les animaux, comme les chats, les chiens ou les primates, n'ont que 3 creusets. Ils ont l'instinctif, l'émotionnel et l'analytique. Les animaux ne peuvent pas se poser des questions sur Dieu, sur l'éternité, sur l'infini, ça dépasse leur champ de conscience. Donc il faut savoir que cette fameuse pierre philosophale, à l'état semi-activé chez les humains, ça nous donne déjà la possibilité de nous poser des questions métaphysiques. Et faire sa pierre philosophale, activer totalement son 4e creuset, c'est récupérer le plein potentiel qui nous est offert par cette sphère, par ce transducteur éthérique. C'est une action psychophysiologique. Donc on voit que ça relève de l'interne. C'est une discipline spirituelle. On n'est pas en train de faire chauffer des marmites, des alambics. On n'essaye pas de transformer du plomb en or. C'est une allégorie. Quand c'est crypté sur les textes asiatiques, chinois, peu importe, ou tibétains, transformer le plomb en or, les médiévaux, quand les textes sont arrivés en Europe, certains l'ont pris au pied de la lettre. Alors les plus intelligents, non. Les plus intelligents, ils ont compris que c'était une discipline psychophysiologique. Ils ont compris qu'il fallait procéder à ces 4 éveils fondamentaux, éveil instinctif, éveil émotionnel, éveil analytique, éveil métaphysique, et que là, il y avait la magie de la pierre philosophale. C'est-à-dire, quand on atteint... Alors, c'est basé sur l'activité neuroélectrique. Donc, quand on est à peu près à 11 Hz, on vit son... Alors, déjà, il faut savoir qu'à l'état de veille, on est entre 25 et 35 Hz. C'est une conversation, conduire sa voiture, vaquer à ses occupations quotidiennes, on est entre 25 et 40 Hz. Quand on fait un exercice un peu difficile, des mots croisés, des mathématiques, on dit qu'on va passer entre 40 et 50 Hz. Et après, il y a un état de conscience modifié que je ne maîtrise pas, qui est l'hyperconscience, qui se situe dans les ondes de gamma, donc sur une plage de fréquence comprise entre 60 et 100 Hz, on va dire 80 Hz en moyenne. Et là, on passe en hyperconscience, c'est l'état de conscience des transhumanistes. Donc tous les gens qui sont à fond actuellement dans la Silicon Valley, enfin un peu partout dans le monde, qui sont dans les industries de haute technologie, ce sont des hyperconsciences, ce sont des gens qui ont la faculté de passer en ondes gamma. Donc on les appelle les mages noirs aussi, hein, parce qu'on va voir que ça génère du quake, c'est-à-dire qu'au plus on est dans le bouillonnement mental, au plus on génère un égrégore malsain. Le quake, ça va cristalliser dans le système limbique des humains. Ce bouillonnement mental va cristalliser des névroses, des psychoses, des frustrations, la jalousie, l'agressivité, la haine. C'est ça le quake chez les Asiatiques. Je fais une petite parenthèse. Là, on le voit, la pancarte alchimie médiévale. On me dit les correspondances avec les métaux. Alors,
c'est pareil. Dans la voie opérative, il y en a qui se sont amusés à mélanger du plomb, du cuivre, bon, en bricolant du fer avec du carbone, enfin avec du charbon à l'époque. Ils n'avaient pas la technique, avec des hauts fourneaux pour faire de la jonction de molybdène ou de carbone ou de nickel. Mais ils ont déjà trouvé en deux époques différentes, à l'Athènes et à Hallstatt, par alchimie, ils ont trouvé l'acier. C'est une forme d'alchimie. L'acier, à une époque, les lames en acier, c'était des forgerons alchimistes qui les faisaient, parce qu'il y avait un savant dosage entre l'acier, le carbone et des petits secrets qu'ils avaient gardés entre eux, ces forgerons. Et ça relève de l'alchimie. La poudre à canon, l'acier, on peut dire que ça relève de la voie opérative. Alors là, on va voir par contre les correspondances avec l'alchimie médiévale. Alors on voit qu'il y a des correspondances, par exemple, par tradition, que ce soit chez les Japonais, chez les Asiatiques ou chez les médiévaux, chez les alchimistes médiévaux. Le premier creuset instinctif relève du plomb. Le second creuset instinctif relève du cuivre. Le troisième creuset, alors là, c'est varié. Parfois c'est l'acier, parfois c'est l'antimoine. Là, c'est varié. Le troisième creuset, c'est crypté différemment. Et là, on va arriver justement à ce qui différencie la différence fondamentale avec l'opératif et le spéculatif. Vous allez voir sur le schéma que chez les spéculatifs, nous, on ne parle pas encore d'or. C'est-à-dire, nous, l'éveil du quatrième creuset de la pierre philosophale, ça relève de l'argent. L'or, l'éveil, la vraie transmutation de l'or se fait au cinquième creuset. C'est-à-dire le cinquième creuset divin, seul dans l'univers, les cubes métatroniques, donc les consciences merkabiques, appelées les Tianlong impériaux chez les Asiatiques, sont dotés du cinquième creuset divin. Eux peuvent transmuter de l'or. Alors là, comme on rentre dans le noyau de l'initiation, maintenant je peux commencer à dévoiler certains principes. La planète est un cube métatronique. Alors elle est sphérique, c'est la rotondité, ça c'est la gravité. Par agrégation, ça fait une boule, mais son champ, par effet Chladni, son champ éthérique, il est merkabique, c'est-à-dire c'est une gigogne éthérique de cubes, d'icosaèdres, de dodécaèdres. C'est un métatron, la planète. Et là, la planète, on voit elle a cette faculté de transmutation. Elle peut sublimer des métaux lourds, elle peut transmuter au centre de la Terre, elle peut transmuter du palladium, de l'iridium, de l'or. On en est incapable de ça. Donc les opératifs, les alchimistes qui sont dans cette voie opérative, qui sont persuadés avec de la poudre de perlimpinpin de créer l'alcaste, leur pierre philosophale, et de faire leur grande œuvre, ils n'y arriveront jamais, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et surtout, techniquement, dans le processus universel, nous, on est bloqué au quatrième creuset. C'est-à-dire, voilà, les humains, nous, on a un quatrième creuset semi-activé. Les humains qui parviennent à baisser leur activité neuroélectrique en dessous de 6 Hz, qui vivent un éveil partiel, commencent à devenir des alchimistes. Et quand ils atteignent 1 Hz, ce que les juifs kabbalistes appellent le Keter, là, ce sont des alchimistes. Dans la voie kabbalistique, on appelle des alchimistes de la voie Chayar Keter. Ce sont des gens qui ont généré leur pierre philosophale. Même eux ne peuvent pas transmuter du plomb en or. C'est l'éveil d'argent. Dans ma voie, la voie spéculative, on appelle ça l'éveil d'argent. L'éveil d'or, on n'a pas encore, on n'a pas le creuset divin. On n'est pas des planètes, on n'est pas des cubes métatroniques, on ne sait pas sublimer de l'or, du palladium, de l'iridium. C'est hors de portée de nos compétences, de notre champ de conscience. Nous ne sommes pas des cubes métatroniques. Voilà pourquoi, dans la voie spéculative, cette fameuse transmutation d'or, on n'y pense même pas. On sait qu'on vit, quand on génère sa pierre philosophale, on sait qu'on vit un éveil d'argent. On sera tous destinés, tôt ou tard, parce que c'est un processus universel immuable, on sera tous destinés, nos entités merkabiques, éthériques, vont devenir des cubes métatroniques, et certains, petit à petit, d'autres bien avant les autres, feront moksha, feront cessation. Ils iront dissoudre leurs 5 creusets, leurs creusets instinctifs, émotionnels, analytiques, métaphysiques et divins, parce que quand on sera des cubes métatroniques, on aura 5 creusets. Quand ce sera l'heure de faire moksha, ces 5 creusets iront se diluer dans l'antéversus, retourneront à la source. Ils iront fusionner avec l'émanation de la substance divine.
Alors ils cesseront d'exister dans notre réalité, ça ne veut pas dire qu'ils cesseront d'exister dans l'univers. Ils continueront à avoir une existence, mais sous une autre forme de conscience. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une conscience individuelle merkabique, à 4 creusets, là, ils seront dans l'antéversus avec une conscience universelle. Ils fusionneront leur psyché avec le dharma universel. Ils feront un avec la source, c'est le retour à l'unicité divine. Voilà, donc on comprend qu'on n'y est pas encore. On n'est pas encore des cubes métatroniques, on n'est pas encore des Tianlong impériaux, on parle de Tianlong chez les Asiatiques, on n'est pas encore des dragons célestes impériaux, donc il ne faut pas être présomptueux comme les alchimistes pratiques, opératifs. On n'a pas accès encore à la transmutation de l'or. On aura accès à ce type de faculté dans plusieurs centaines de milliers d'années. Là, je fais une petite parenthèse, il y a des questions, c'est maintenant, ça me permet de consulter mes pancartes. Allez, vas-y. Alors moi j'ai une question. Tu dis que la Terre c'est un métatron, Ouais. donc elle a 5 creusets. Elle est vivante, elle est vivante carrément. Ouais, elle a le creuset divin. C'est pour ça qu'elle peut générer justement elle de l'or, tout ça, parce Ah ouais. qu'elle elle a le champ de conscience. Pour Déjà, ça. elle peut générer la planète. Je ne sais pas si tu vois le travail que c'est. Un cube métatronique a la possibilité d'abord de créer un disque d'accrétion autour de lui. Ça commence comme ça. Il crée un disque d'accrétion et petit à petit, il agglomère la matière. Les cubes merkabiques, on en est capable, mais très petit, pour faire de l'organique. Un cube métatronique, il va générer un corps. Ta carcasse biologique est générée par ta Merkaba. Tu vois que c'est petit, c'est restreint, c'est à un niveau localisé. Les cubes métatroniques sont capables de créer des planètes avec de la végétation. Il faut que ce soit ensemencé, il faut qu'il y ait des micro-Merkaba. Hein. Comme tout est polarisé dans l'univers, il va falloir qu'il y ait des micro-Merkaba qui soient dépêchés par l'antéversus. Et les premiers organismes qui arrivent sur les planètes telluriques, c'est les virus. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Les êtres monocellulaires, les protozoaires sont tous ces êtres qui font entre moins 0,3 microns et à peu près 2-3 microns. Donc entre les virus et les êtres monocellulaires, qui sont même, il y en a qui sont beaucoup plus gros que ça, ça c'est les micro-Merkaba. Alors les micro-Merkaba, elles n'ont qu'un seul creuset, elles ont une évolution aussi. Les êtres éthériques, on est une symbiose, nous, un être organique, on est des symbiotes avec un être, un moi supérieur éthérique qui nous construit, mais qui est différencié. Notre moi conscient, généré par l'ego, par notre cerveau, n'est pas le même que notre soi divin, c'est-à-dire que la conscience merkabique qui habite ce champ éthérique, ce champ aurique divin, ces deux consciences sont séparées. C'est-à-dire, quand tu es en état de supraconscience, tu abandonnes en fait ton moi conscient par la vacuité cérébrale. Il y a un processus qui s'opère et là tu passes en état de conscience modifié. Tu deviens autre chose, tu deviens ton soi divin. Entre 1 Hz et 6 Hz, l'être que tu es en dessous de 6 Hz n'a rien à voir avec ton moi conscient de la vie quotidienne. D'ailleurs, ils ne se connaissent pas. Ce sont deux êtres qui sont antagonistes, qui ne se connaissent pas, ils s'ignorent. Dans ce processus psychophysiologique, quand tu vas vers ton Adam Kadmon, on appelle ça l'Adam Kadmon. Tiens, chez les Juifs, alors chez les Juifs, c'est pareil. Chez les Juifs kabbalistes, on est encore avec les creusets. On voit l'instinctif, c'est Nefesh. L'émotionnel, c'est Roua. L'analytique, c'est Neshama. Le métaphysique, c'est Chayar. Et le divin, c'est Yechida. C'est pareil. Qu'on ne me dise pas, mais t'es sûr ce que tu racontes? Je suis allé étudier toutes les voies à haute intensité spirituelle, chinoises, japonaises, hindouistes. On voit bien que ça a été cartographié pareil, c'est consensuel. La seule différence, je le répète, c'est entre les opératifs et les spéculatifs, entre l'alchimie pratique et l'alchimie spirituelle. On est humble. Dans l'alchimie spéculative, on comprend qu'on n'est pas des cubes métatroniques, on n'a pas encore la faculté de transmuter de l'or, ou quoi que ce soit d'ailleurs, on a la faculté de rien faire du tout. Donc on est humble, on dit on a un éveil d'argent, on éveille notre 4e creuset métaphysique. D'ailleurs, la pierre philosophale, elle est argentée. Hein. Pour ceux qui ont déjà atteint Keter, l'enstase mystique, la pierre philosophale, elle a des rayonnements dorés par moments parce qu'elle est irisée, mais essentiellement elle ressemble à de l'iridium. On dirait de l'opale iridescent. C'est pour ça que d'ailleurs on l'appelle la pierre philosophale. Les alchimistes médiévaux, quand ils ont vu cette sphère éthérique se constituer
au-dessus de leur tête. Ensuite, une fois que le champ mercabique est pleinement en contrarotation et que ton corps, tu l'oublies. Tu passes en état de conscience modifié et ta glande pinale ne te fait visualiser que ton champ éthérique, ce qui fait que tu deviens ta pierre philosophale. C'est ceux qui ont l'habitude de ce processus psychophysiologique savent de quoi je parle. Et cette pierre philosophale, si tu veux que je te la décrive, on l'a appelée pierre philosophale parce qu'elle ressemble à de l'opale arlequin, à de l'opale iridescent. Elle ressemble à de l'iridium, le métal iridium. Elle ressemble à la surface d'une coquille d'huître. C'est parfois violacé, parfois verdâtre. Tu vois, c'est irisé, on appelle ça irisé. Voilà, ça c'est de l'opale arlequin. Regarde l'opale arlequin, ça c'est de l'opale iridescent en dessous. Regarde à quoi ça ressemble, ça te donnera une idée de ce qu'est l'alcaste. La force vive consciente, les tachyons ont cet aspect. Quand ils s'agrègent en flocons, qui deviennent des tiglés, on appelle ça des tiglés. Chez les Tibétains, on appelle ça le prana chez les hindouistes. On appelle ça le hak chez les Égyptiens anciens. On appelle ça le yuan-ki chez les taoïstes. Cette substance divine, substance non substance, elle est tachyonique, elle est là sans être là, elle est volatile. Elle a l'aspect de l'opale iridescent. Il y a toutes les couleurs, un peu, c'est irisé, c'est luminescent. Et il y a des espèces de cheveux électromagnétiques, des filaments de soie. Alors je ne sais pas si tu es déjà allé à la Foire du Trône ou à Poitiers, là, il y a un truc où il y a des grosses sphères en plexiglas, tu poses ta main dessus, puis tu as des millions de petits filaments. Au Futuroscope, non? Au Futuroscope de Poitiers, il y a des millions de petits filaments qui viennent se coller par bipolarité, hein, ça marche. Ben, c'est pareil, la pierre philosophale, elle fait la taille à peu près d'une grosse orange, elle est iridescente, elle est luminescente, elle est semi-volatile. À des moments, on dirait qu'elle est là, qu'elle n'est pas là. Elle est constellée, elle est bardée de ces espèces de petits filaments qui tournent. Donc ceux qui ont l'habitude des états modifiés de conscience et qui ont atteint l'enstase mystique savent de quoi je parle. C'est ça la fameuse pierre philosophale. C'est le 4e creuset. C'est appelé chez les juifs kabbalistes Chayar, c'est appelé Satori chez les japonais, c'est appelé Zenzu chez les chinois. Ça a été découvert au fil de l'évolution des humains par tous les peuples. Tous les peuples ont compris le processus psychophysiologique de l'éveil. Parce qu'on parle d'éveil là, on parle d'illumination profonde, ça ne parle que de ça. On va dire que cette pierre philosophale et cette architecture éthérique, ces champs contrarotatifs, mercabiques, c'est la répercussion de cette énergie divine. D'ailleurs, c'est par effet Chladni. Il y en a qui confondent les creusets et le véhicule céleste. En fait, le véhicule céleste, contrarotatif, cette architecture, c'est un effet Chladni électromagnétique. C'est l'effet Chladni, c'est un confinateur, si tu veux, électromagnétique, mais le plus important dans cette histoire, ce sont les creusets. C'est ça qui est important. C'est ce qui définit ce que tu es. Ta personnalité, d'incarnation en incarnation, est toujours la même. Ça paraît bizarre, mais tu ne t'es pas appelé Clément dans toutes tes incarnations, tu as eu des milliers et des milliers de noms différents. Mais ce qui te constitue ton caractère, ton instinctif, ton émotionnel, ton analytique et ton métaphysique, c'est toujours pareil. Tous les êtres que tu as été dans tes incarnations précédentes ont eu le même caractère. Ça ne s'appelait pas Clément, c'est la seule différence. Alors quand tu es en état modifié de conscience, donc quand tu génères ta pierre philosophale, tu as accès à toutes tes anciennes incarnations. Alors je le déconseille, c'est une perte de temps de générer une enstase mystique et d'aller perdre son temps à effeuiller toutes ces anciennes incarnations. Je l'ai fait, j'ai perdu mon temps. Donc au bout d'un moment, après tu vois que ça mène nulle part, quoi. Mais ça amplifie encore ton champ de conscience. Tu prends conscience qu'on est éternel. Tu te dis, mais mince, en fait c'est sans fin cette histoire. Les gens redoutent de mourir alors que l'amour c'est juste un passage. C'est Dalet chez les kabbalistes. Ce fameux Dalet, c'est cette porte qui est accompagnée par un état de conscience qui s'appelle Da'at. Alors Da'at qui est la déformation de Duat, c'est de l'égyptien ancien, qui veut dire inframonde, c'est la substance de Amon-Ré. Donc on comprend que Da'at, c'est pour ça elle a deux appellations en français, on dit la mort, le savoir. C'est la porte, c'est Dalet. Elle a un avers et un revers. C'est-à-dire quand tu atteins 4 Hz d'activité neuroélectrique, dans le processus, c'est comme ça.
je n'ai pas de 5e creuset, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi c'est égrené comme ça. Pourquoi à 6 Hz tu rentres dans le canal pranique, pourquoi à 4 Hz tu vis ta mort symbolique, Da'at, cet anéantissement de conscience, plus de son, plus d'image, tu te demandes qu'est-ce qui arrive. Hein. Dans le processus, tu arrives à 11 Hz, tu rentres en hypnagogie. Si tu es chevronné, tu vas comprimer tout ça, tu fais la salle blanche, tu fais Kensho directement. Et puis quand tu arrives à 4 Hz, alors que tu es baigné dans un univers éthérique, lumineux, agréable, d'un coup il n'y a plus rien. C'est date. Cette mort symbolique que tu vis, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça. On sait le constater, un alchimiste sait le constater, mais comme on n'a pas le 5e creuset divin, on ne peut pas l'expliquer. Ça relève de notre champ de conscience, n'est pas encore assez élevé pour comprendre pourquoi c'est fait comme ça. Et en dessous de 4 Hz, c'est pour ça que Dalet, la porte, il y a un avers et un revers. Quand tu rentres, tu vis cette mort symbolique, date, c'est la mort. Mais au bout de 2-3 secondes, qui te paraissent une éternité, hein, parce que je te dis, date, il faut s'accrocher. Hein, et d'un coup, tu rentres dans l'univers tachyonique, tu pénètres le monde infrascopique. Donc tu dilues ta psyché momentanément, entre 8, 10, 12 minutes, avec l'émanation de la substance divine. Donc la mort, connaissance. Pourquoi? Parce que Da'at, c'est à la fois tu meurs quand tu es à 4 Hz, mais comme 2-3 secondes après, tu pénètres dans l'univers tachyonique et que la première chose que tu récupères, c'est la mémoire akashique. Donc là, d'un coup, tu te souviens de qui tu as été depuis l'aube des temps. Tu te retrouves, je le dis à chaque fois, mais c'est ça une anstase mystique. Le propre de l'anstase mystique, c'est ta psyché, elle va se diluer avec l'univers. Tu vas te retrouver partout dans l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, à toutes les époques du passé, du présent et du futur. Pourquoi? Parce que l'alcaste, cette force vive consciente, alchimique, le prana, le yuan ki, tu l'appelles comme tu veux, elle est tachyonique. Elle est de nature tachyonique. Alors tachyonique, l'explication, le tachyon a la possibilité de se véhiculer vers le futur, mais vers le passé aussi. C'est propre à l'émanation de la substance divine. Donc forcément, quand tu fusionnes ta psyché avec l'émanation de la substance divine, ben, tu deviens de l'émanation de la substance divine momentanément. Le bon Dieu t'accueille en son sein et momentanément, ben, tu fusionnes avec l'univers. Pourquoi? Parce que cette alcaste, cette force vive consciente, elle nourrit les quarks. Elle n'est pas dans notre espace-temps, parce que comme elle est tachyonique, elle est au-delà du champ scalaire, donc elle est au-delà de l'espace et du temps, mais elle est là puisqu'elle nourrit le monde infrascopique. C'est l'énergie universelle, pure et éternelle qui nourrit les quarks. Alors, pourquoi, quand tu vas sur des manuels de physique ou d'astrophysique, on te dit l'univers subatomique, le monde subatomique est discontinu. Et tu sais que ça leur pose des problèmes. Hein. On te dit le champ quantique est discontinu. Il est là, et par moments, il n'est pas là. Ben, c'est justement à cause de la nature tachyonique de la force vive consciente. Comme elle est repliée sur elle-même, qu'elle a la possibilité de repartir dans le temps, elle ne cesse de se recréer. C'est l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, on le voit sur la pancarte. C'est-à-dire, en maîtrisant le temps, cette substance, elle est devenue divine. Elle est toute puissante dans notre univers, justement, parce qu'elle a la possibilité de se recréer indéfiniment. Le fait de maîtriser le temps, elle repart en arrière, elle se recrée indéfiniment. En fait, elle est incréée, on dit, elle précède à sa propre naissance. C'est le propre de Dieu, de précéder à sa propre naissance. Je vais remettre un peu dans l'ordre le grand œuvre. Alors, les alchimistes amateurs ont dû s'apercevoir que tout est crypté. Alors déjà, je refais un petit lissage par rapport à la première vidéo. Le mercure, le soufre, le sel divin. Alors ça déjà, c'est tout mélangé. Dans les traités alchimiques, le sel est mélangé, les symboles, tout est mélangé. Et puis surtout, on ne vous explique pas que le but entre le sulfureux et le mercuriel, c'est de cristalliser de l'alcaste, du sel divin. Ça, c'est pas expliqué. Les chaudrons sont mélangés aussi. Alors le grand œuvre, alors là on va voir alchimie interne. Le grand œuvre, on parle de l'œuvre noire, de l'œuvre rouge, de l'œuvre jaune, de l'œuvre blanc, il y a de l'œuvre gris, il y en a plusieurs dans les traités alchimiques. Alors des fois il y a 3 chaudrons, des fois il y a 4 chaudrons, des fois il y a 5 chaudrons. Là je vais remettre dans l'ordre. Alors c'est lié à des métaux et la couleur est liée à un métal. Donc quand on parle d'œuvre au noir, faire le grand œuvre c'est
le processus complet. On va commencer par l'œuvre noire. L'œuvre noire est liée au plomb. C'est l'éveil instinctif, c'est le premier creuset. Ça, c'est l'œuvre noire. Parce que certains pensent que l'œuvre noire, ça y est, une fois qu'ils parlent d'œuvre noire, qu'ils ont tout réussi. Non, c'est le premier réveil fondamental. C'est l'éveil instinctif. Il est lié au plomb. Ça, c'est l'œuvre noire. L'œuvre rouge, elle est liée au cuivre, à l'émotionnel. Ici, ça se passe dans le thorax. C'est le deuxième éveil fondamental. L'éveil émotionnel, ça c'est le cuivre, c'est l'œuvre rouge. Alors là, après, on n'est pas d'accord entre les opératifs et les spéculatifs, entre la voie pratique et la voie spirituelle. Donc nous, quand on parle d'éveil analytique, on ne parle pas d'or, nous on parle d'argent. Et quand on parle d'éveil métaphysique, on parle d'acier, c'est l'éveil d'acier. Quand on parle d'éveil métaphysique, on parle d'éveil d'argent. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, l'or est hors de portée de notre champ de conscience. La transmutation, on n'y est pas encore. Donc faire le grand œuvre, chez un alchimiste spéculatif, dans l'alchimie interne, c'est générer sa pierre philosophale, c'est faire son éveil d'argent. C'est l'éveil du quatrième creuset, c'est ça le grand œuvre. Le vrai grand œuvre, le véridique, on le voit, plomb, cuivre, acier, argent, or. Le cinquième creuset est hors de portée des humains. Donc nous, dans la voie spéculative, c'est un éveil d'argent. Le grand œuvre, c'est pour générer sa pierre philosophale. On en revient à la pierre irisée, dont je parlais tout à l'heure, pierre qui ressemble à de l'opale iridescente. Donc ça, c'était juste pour faire une petite parenthèse avec ce qu'on appelle le grand œuvre. La pierre philosophale, on ne la fait pas dans un chaudron, on ne la fait pas en faisant bouillir, réchauffer, refroidir. C'est une opération qui se passe au niveau éthérique. Donc c'est toujours, on en revient à cette fameuse gymnastique interne, cette fameuse gymnastique mentale de ne penser à rien. Donc ça s'appelle chez les Asiatiques Shunata. Alors il y a deux manières de générer. Là je vais donner des petits trucs, des petites astuces, des petits conseils pratiques. On sait, je vais parler en éveil comme les taoïstes, on sait qu'il y a 4 dragons à chevaucher. Il y a le premier dragon qui concerne l'instinct, le second dragon qui concerne l'émotionnel, le troisième qui concerne l'analytique et le quatrième qui concerne le métaphysique. Alors le premier dragon instinctif, il est relié à la décontraction musculaire. Donc quand je parle de chevaucher le premier dragon, c'est vaincre sa catalepsie. Parce que dans ce processus, au plus vous allez vous approcher des 6 Hz, des 5 Hz, le corps va vivre, c'est équivalent à une hypothermie. Le processus psychophysiologique de l'anstase mystique va traverser une petite phase cataleptique. C'est-à-dire votre corps va se rigidifier. Alors le premier dragon à chevaucher, qui relève du creuset instinctif, c'est le dragon de la décontraction musculaire. Quand vous allez baisser votre activité neuroélectrique, quand vous allez chasser les pensées parasites et que vous allez rentrer dans cette phase cataleptique, il faudra le contrôler. Il faudra veiller à ne pas trop se contracter, à serrer les mâchoires. Vous allez voir qu'à un moment donné, vers 5-6 Hz, le yogi, parce qu'on parle de yogi, c'est une discipline de yogi, de maître de qigong, de kabbaliste de très haut niveau, de supraconscient de très haut niveau. On parle d'une discipline psychophysiologique qui est rude, on ne fait pas ça comme ça. On ne prend pas son tapis de méditation et 5 minutes après on ne fait pas une anstase mystique, c'est un travail. Donc vaincre le dragon de la décontraction musculaire, le dragon du premier creuset, c'est vaincre sa catalepsie, c'est-à-dire veiller à se décontracter, à ne pas trop se laisser submerger par cette... C'est une appréhension en fait. Hein. Moi je pense, je ne suis pas un neurologue, je ne suis pas non plus un psychanalyste, mais je pense que c'est une certaine appréhension. Parce qu'au plus on plonge dans les profondeurs de la conscience, plus on va rentrer dans ce monde éthérique, ça fait peur, il faut le dire. Au début, le méditant va rester 2, 3, 4 secondes, puis après il va avoir peur, il va se réincorporer. Donc cette discipline de décorporation mystique, elle se gagne hertz après hertz. C'est petit à petit, au fil des années, si vous rentrez dans une voie d'éveil graduelle, vous allez le grignoter petit à petit. Le deuxième dragon à chevaucher, c'est le dragon du souffle, ça se passe dans le thorax. C'est-à-dire, le contrôle respiratoire va vous aider à maintenir l'état psychophysiologique propice
à la supraconscience et à l'anastase mystique. C'est une manière aussi de se concentrer. Inspirez profondément, expirez profondément, gardez votre verticalité pour ceux qui font du yoga. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, vous vous mettez sur un fauteuil de confort. Pas trop allongé parce que sinon vous allez tomber dans l'endormissement. Alors si on se décontracte trop dans cette voie, on peut soit s'endormir ou soit on peut se heurter au spasme myoclonique, à la secousse myolastique, c'est-à-dire vous êtes entre chien et loup, vous allez pour vous endormir, mais comme vous méditez, il va y avoir un différentiel dans votre psyché, vous allez rater une marche. Le spasme myoclonique, c'est désagréable, ça fait cesser l'expérience. On dirait que vous tombez d'un immeuble ou que vous ratez une marche. Donc ne vous allongez pas trop. Moi je conseille quand même, pour ceux qui n'ont pas mal au dos, vous mettez en Padmasana ou en tailleur. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en Padmasana, vous mettez tout simplement en tailleur, mais gardez votre verticalité. Donc vous maîtrisez le dragon de la décontraction musculaire qui relève de l'instinctif, vous maîtrisez votre contrôle respiratoire qui relève de l'émotionnel, du deuxième creuset, et là on va arriver au troisième creuset, c'est le creuset analytique. Donc vaincre le troisième creuset analytique, le troisième dragon, c'est justement chasser toutes les pensées parasites, c'est-à-dire le perpétuel monologue intérieur du moi conscient qui pense à la liste des courses, à ses soucis du quotidien, à ses enfants, à son conjoint, etc., etc. Il y a 1001 pensées qui vont vous assaillir. Ça, vaincre le dragon, le troisième dragon analytique, ben, c'est balèze quand même, ça relève de la gymnastique mentale. Il faut penser à des principes Madhyamaka, on appelle ça le tétralème. Il faut passer en pensée paradoxale, en pensée unique, donc on passe au temps, à l'éternité, à Dieu, une pensée unique transcendantale. Ça va baisser votre activité neuroélectrique, vous allez passer en onde alpha. Sachant que le processus alchimique, le processus supraconscient ne débute qu'en dessous de 6 Hz, c'est-à-dire les ondes θ. Donc tous ceux qui rentrent dans une voie d'auto-hypnose ou d'hypnose ericksonienne ou peu importe, ou d'hypnose régressive, peu importe, sachez que vous allez tourner en rond, c'est-à-dire vous allez tourner en onde alpha. Vous allez rester en circuit fermé avec votre propre psyché. Alors c'est bien pour nettoyer son système limbique. L'auto-hypnose, cette phase hypnagogique, vous pouvez vous en servir pour évacuer névrose, psychose, frustration, jalousie, rancœur. C'est bien. Mais les gens qui préconisent l'auto-hypnose pour atteindre l'anstase, ils se trompent. Comme tous les gens qui vendent des appareils à phosphène ou des appareils pour mettre dans les oreilles avec des ultrasons, c'est de la connerie parce que ça va vous faire stagner en onde alpha, donc en dessus de 8, 10, 12 Hz, parce que c'est variable selon les individus, les phases elles sont parfois un peu décalées. Donc le processus supraconscient, on le sait, les neurologues le savent, ça a été cartographié. Moi, mes expériences, je les fais accompagner avec des médecins. Certains interviennent, d'autres ils veulent garder l'anonymat parce que c'est un peu les disciplines un peu ésotériques comme ça. Ils ont peur un peu de se décrédibiliser en venant faire des vidéos avec nous. Mais bon, il y en a d'autres comme le docteur Paniaga, mon ami anesthésiste qu'on salue. On lui passe le coucou à Marcel. Il y a d'autres médecins qui sont venus, ou le docteur Olville, qui sont venus faire des vidéos avec nous. Sinon, c'est vrai que les autres sont un peu réticents. Donc le phénomène, on sait qu'il démarre en dessous de 6 Hz, onde θ. Là, vous passez en état de supraconscience. Et l'anstase mystique, c'est en dessous de 1 Hz. En fait, c'est entre 1 et 3 Hz, parce que la plage est variable. Et on voit que là, on active sa pierre philosophale. Donc là, on rentre dans l'univers tachyonique. Là, on devient son soi divin, ce que les juifs kabbalistes appellent l'Adam Kadmon, ce que les asiatiques appellent le Feng Wang, le phénix. On devient autre chose. On n'est plus l'homme que l'on est au quotidien. Donc quand on a vaincu son dragon analytique, son troisième dragon, c'est-à-dire qu'on a chassé toutes ces pensées parasites. On est passé en mode de pensée unique, transcendantal. Je le redis encore une fois, le Madhyamaka à l'écran, c'est le tétralème. C'est apprendre en pensée paradoxale. C'est Nagarjuna, c'est Patanjali. Si vous rentrez dans des voies un peu tétralème, comme ça, c'est un bon moyen pour choper l'esprit paradoxal. Et en dessous d'un Hertz, donc là, le dragon le plus dur à chevaucher, entre 4 Hz et 1 Hz, donc Da'at, franchir cette mort symbolique, ben ça c'est le dragon de la peur. Donc, je le redis dans toutes les vidéos, le dragon de la contraction musculaire, c'est pratiquement le plus facile à chevaucher. Le dragon du contrôle respiratoire, il est assez facile à chevaucher. Le dragon
analytique, le dragon du 3e creuset, là, il commence à être un peu plus rude à chevaucher. Générer sa vacuité cérébrale, c'est une gymnastique mentale, je sais que c'est un peu dur, ça ne se fait pas comme ça se fait au fil des années, on l'acquiert. Par contre, une fois que vous avez acquis cette gymnastique mentale, vous ne l'oublierez plus. C'est comme faire du vélo ou de la natation, ça ne s'oublie pas. Une fois qu'on a trouvé le petit système cérébral, on ne peut plus l'oublier. Donc on voit que chevaucher les 4 dragons, c'est ça l'alchimie interne. C'est un processus psychophysiologique, c'est une discipline de yogi, de maître de Qigong. Alors l'après-midi, si on envisage le soir, je donne un exemple, on envisage un dimanche, il ne faut pas travailler, on ne va pas faire une instase mystique en sortant de son travail, on quitte le bureau, une demi-heure après, on ne va pas faire une instase mystique. Alors le dimanche, par exemple, on va se promener l'après-midi en forêt, et puis si on sait qu'on doit méditer par exemple à 18-19 heures, à partir de 13-14 heures, 15 heures, on promène et on passe en tétralème, on passe en madhyamaka, en pensée paradoxale. On passe au temps, à l'infini, au temps qui passe, à l'éternité, à Dieu. On commence à reconfigurer son esprit pour passer, là on le voit sur la pancarte, l'humain a 2 fonctionnements cérébraux différents, c'est le métacognitif et le supracognitif. Donc le métacognitif, ça se passe en dessus de 6 Hz d'activité neuroélectrique. Alors le métacognitif, c'est apprendre à apprendre. L'humain, il a un système, un logiciel interne de naissance, c'est l'apprentissage de l'apprentissage. Le métacognitif, c'est-à-dire qu'on est fait pour apprendre sans arrêt. On va apprendre à allumer un briquet, puis on va s'en souvenir toute sa vie. On sait qu'il faut faire rouler la pierre, que ça va percuter le petit levier pour allumer le gaz. Au début, on galère un peu quand on a 10-11 ans, on ne sait pas l'allumer. Puis quand on chope le coup, hop, ça c'est du métacognitif. Toute sa vie, l'humain va apprendre à apprendre. C'est une forme d'autopédagogie. Il va observer, il va faire tant qu'il y arrive, il va se tromper plusieurs fois. Puis à un moment donné, ça va rentrer, ça va devenir un réflexe conditionné. C'est ça le système métacognitif. Et le système métacognitif évolue à l'état de veille, donc entre 25 et 30 Hz. On peut rester encore en métacognitif en onde alpha, aux alentours de 10, 11, 12 Hz. Mais par contre, tout ce qui se passe en dessous de 6 Hz d'activité neuroélectrique, là on bascule en mode supracognitif. Alors le mode supracognitif et le mode métacognitif, c'est là où réside le moi conscient et le soi divin. C'est-à-dire ces 2 étrangers qui cohabitent dans le même symbiote organique véhicule céleste, parce qu'on est couplé avec notre champ aurique, divin, ces 2 modes de conscience ne se fréquentent pas, ne se connaissent pas, ce sont 2 étrangers. Lorsque je suis en dessous de 6 Hz d'activité neuroélectrique, lorsque je plonge dans les profondeurs de ma conscience, lorsque j'atteins 1 Hz qu'éther, l'enstase mystique, mon soi divin, il est à des années-lumière de mon moi conscient. Ce sont 2 modes de fonctionnement cérébraux complètement différents. Enfin, ceux qui ont l'habitude de faire du yoga, je salue les profs de yoga, les profs de Qigong, savent de quoi je parle. On devient autre chose en dessous de 6 Hz d'activité neuroélectrique. Donc parfois on me demande, on me dit, puisque tu dis que tu as décidé que tu as accès au temps par exemple, pourquoi tu n'es pas plus précis sur certaines choses? Justement, on n'est pas précis sur certaines choses et c'est un peu dur cette discipline parce que quand l'après-midi vous avez une question qui vous taraude, ça c'est votre moi conscient, entre 25 et 30 Hz, votre ego, ce qu'on peut l'appeler l'ego, vous avez une question où vous dites est-ce que la force vive consciente elle est de telle nature ou elle est de telle nature, est-ce qu'on peut voir le phénomène comme ça, et vous vous dites tiens ce soir je vais poser la question. Le problème c'est que la plupart du temps, lorsque vous basculez en mode métacognitif, que vous êtes en dessous de 6 Hz d'activité neuroélectrique, cette question, vous en rappelez même plus. Parce qu'il y a des considérations qui passent complètement au-dessus de votre soi divin. Soi divin, il s'en fout de votre question l'après-midi. Pour lui, c'est une question à la con. Donc, c'est un peu compliqué, mais parfois, ça fonctionne. Parfois, quand je garde bien mon dhyana, ma concentration, j'arrive à choper cette question, elle ressort pendant mon enstase mystique. Et là, l'émanation de la substance divine m'offre ma visualisation. J'ai accès à l'information
je peux poser ma question, le Yuan Qi, la force vive consciente me répond. Mais il faut savoir que 9 fois sur 10, on ne s'en rappelle pas de la question quand on est en état de conscience modifié. Donc c'est parcellaire. C'est-à-dire au moins en plusieurs stages mystiques ou en plusieurs séquences supraconscientes, avec les informations que je vais récupérer pendant mon instase mystique, après c'est un puzzle. Il faut le mettre en ordre après dans l'idée. C'est pas parce que pendant une instase mystique, c'est pas parce que vous faites une projection temporelle que vous allez dans 1 siècle, 2 siècles que le Yuan Qi vous fait découvrir ce qui va se passer. Vous n'allez pas l'analyser forcément. Vous allez voir pendant 10, 15 secondes des événements, mais après il faut le remettre en ordre tout ça. Il faut voir par rapport à d'autres instases que vous avez fait, d'autres éléments que vous avez récupérés. Et là, petit à petit, au fil des semaines, au fil des mois, ça s'organise et vous voyez que vous avez accès à beaucoup plus d'informations que l'humain lambda. C'est ça qui m'avait permis d'anticiper la crise des gilets jaunes ou le confinement ou le couvre-feu. Parce qu'à l'époque, au moment où je te parle du couvre-feu, il y a plusieurs mois en arrière, enfin il y a même peut-être 1 an et demi en arrière, ben, c'était pas d'actualité. Les gens, ils me regardaient avec des yeux ronds comme des billes. Je disais, on va vous priver de liberté, on va être obligé de signer des laissez-passer pour circuler et on aura le droit d'aller travailler et basta. Toi, tu ne m'avais pas cru à l'époque, tu t'étais même un peu moqué. Enfin, même carrément, il y en a qui n'avaient même pas fait attention. C'était des paroles en l'air. Pour eux, je parlais dans le vide. Et là, certains viennent me parler, me disent « Mince, j'ai ressorti le mail où tu m'avais envoyé cette information. Ça a 18 mois ou ça a 24 mois. » C'était bien en avance par rapport aux événements. Donc, bien entendu, mais il ne faut pas me prendre pour Madame Soleil, je ne suis pas un astrologue. Je suis supraconscient, donc je récupère des informations. Ce que je peux dire, j'en fais profiter à tout le monde. Mais après, il faut savoir que le Yuan Qi, quand vous faites une instase mystique, il y a des choses, il vous interdit d'en parler. Enfin, il vous interdit. C'est pas un maître d'école, mais il vous fait comprendre qu'il vaut mieux le garder pour vous. Et par respect, parce que vous avez accès à l'émanation de la substance divine, c'est une discipline quasi religieuse, ben, par respect, vous ne le divulguez pas. Ou alors vous le divulguez en temps et en heure, parce que des fois, il y a des moments pour le dire. Quand je sais que c'est le moment de le dire, je le dis. Les premiers informés, à chaque fois, c'est Clément et Alexandra. Ça concerne essentiellement le karma collectif, ce qui va se passer pour le destin de l'humanité. Et c'est vrai qu'un supraconscient, il est avantagé parce qu'il sait ce qui va se passer bien avant les autres. Mais enfin voilà, il ne faut pas faire d'amalgame. Une voie d'alchimie interne, une voie supraconsciente, ça n'a rien à voir avec une voie d'astrologue ou de médium. Faut faire la distinction. Moi, je me suis toujours défendu de toutes les personnes qui me demandent qu'est-ce qui va se passer, qui me proposent même de l'argent, me proposent de me monnayer mon savoir. J'ai toujours refusé. Donc les gens se reconnaîtront. Il y a une gentille mamie qui n'arrête pas de me demander qu'est-ce qui va se passer pour ceci, pour cela, et qui me propose des grosses sommes d'argent. Et j'ai toujours refusé parce que je ne suis pas un médium, je ne suis pas un astrologue, je ne monnaie pas mes CD et que je préfère vous en faire profiter sur des vidéos. Donc voilà, s'il y a des questions encore. Juste, je rebondis sur ce que tu as dit. Comment tu sais à quel moment tu peux éventuellement donner l'information? C'est quoi qui va te donner? Quand on sait que ça ne va plus interférer sur le karma des uns ou des autres. Quand on sait qu'on ne va pas faire du mal. Parce que dans la voie des alchimistes, il y en a beaucoup qui ont fait du tort. Le pouvoir des pouvoirs, quand on active son 4e creuset, ça se fait Chayar Keter chez les kabbalistes. Donc ça relève quasiment de la magie parce qu'on a accès à ce qu'on appelle des facultés supranormales. Donc la télépathie, la clairaudience, la projection de conscience. Alors, c'est pas spectaculaire, hein, on ne crache pas du feu, c'est pas spectaculaire, mais ces petites facultés supranormales additionnées les unes avec les autres, ben, ça crée quand même des avantages. On devient un humain augmenté au niveau psychique. C'était quoi la question? La question, c'était à quel moment? Parce que tu dis, des fois, pour on pas sait... interférer. Voilà. Ben, y a des alchimistes. Le Sidi des Sidi, le pouvoir des pouvoirs, quand on a généré sa pierre philosophale, c'est la syntonisation karmique. On peut transformer son plomb en or. Alors, son plomb en or, ça ne veut pas dire de prendre 1 kilo de plomb et de faire 1 kilo d'or avec abracadabra. C'est-à-dire, on peut reconfigurer, c'est la syntonisation karmique, vous avez la possibilité, quand vous activez votre pierre philosophale, de remodeler votre réalité. Mais il faut aller doucement. Il faut faire des petites modifications. Et l'émanation de la substance divine vous fait voir ce qui va en résulter.
Et il y en a qui ne prennent pas conseil. Il y en a qui veulent le grand jeu. Ils disent non, mais moi je veux la Ferrari dans quelques semaines. Là, je vais faire une syntonisation karmique. Je veux me retrouver dans 3 mois avec une Ferrari, avec une belle villa, avec une piscine. C'est ça, la pierre philosophale vous permet de faire ça. Il faut savoir que ça peut écourter votre vie oui, ou de vos proches. Il y a des choses à faire et à ne pas faire dans l'alchimie. Donc on reste raisonnable. On peut remodeler partiellement sa réalité. On peut remodeler partiellement. Voilà. Ceux qui ont tenté le grand chelem, les alchimistes qui en ont trop voulu, il faut savoir qu'ils ont, au lieu de vivre leur vie normale s'ils avaient 40 ans, de vivre jusqu'à 70, 75 ans, de profiter de leurs enfants, de leurs petits-enfants, ils ont écourté leur vie. Ils ont vécu comme des millionnaires, mais pendant 18 ou 24 mois. Il y a Méphistophélès se rapproche toujours de Faust. Les alchimistes qui en veulent trop, qui font une grosse syntonisation karmique, qui génèrent trop d'or dans leur vie, parce que c'est ça la transmutation du plan en or, ben, la plupart du temps, 9 fois sur 10, ils ont laissé la vie. Ils ont même tué des proches. Il faut faire attention. Et dans les révélations, il faut faire attention aussi, parce qu'on peut influencer les relations de cause à effet. On peut influencer le karma individuel de la personne. Si on lui révèle quelque chose qui va survenir dans son propre karma individuel, moi je le dis dans le karma collectif. J'ai parlé des gilets jaunes à Clément avant que ça arrive, je lui ai parlé du confinement, du couvre-feu, mais c'était le karma collectif. Je ne me suis jamais amusé à lui dire attention, il va t'arriver ça. Je ne peux pas le faire parce que pour sauver Clément de se couper des doigts, il peut y avoir des effets secondaires. Des effets secondaires. Vous allez changer toutes les relations de cause à effet et je peux tuer des gens de votre entourage en donnant un mauvais conseil. Donc ça, je me garde de le faire parce que le yuan qi, c'est la chose qui vous le fait comprendre de suite. Il dit fais attention. C'est un pouvoir, il faut faire attention. Faire attention pour soi-même même. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je comprends. La syntonisation karmique, c'est le grand œuvre, c'est ça. C'est générer sa pierre philosophale, activer son 4e creuset et avoir possibilité de remodeler sa réalité. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est le but ultime de l'alchimie. Et l'allégorie, on transforme son plomb en or. Alors moi, je le fais avec parcimonie. Je sais jusqu'où il ne faut pas trop aller loin. Je sais m'en servir, mais je sais qu'il ne faut pas trop abuser des CD, il faut s'en servir vraiment avec parcimonie. Puis déjà, au plus on les utilise, les CD, au plus on passe dans autre chose, on quitte la voie spéculative pour entrer dans la voie opérative, on veut du matériel, et petit à petit, on perd ses facultés supraconscientes. C'est-à-dire l'accès de l'antéversus, de plus en plus, est difficile à atteindre. Donc moi, je préfère m'en servir avec parcimonie, garder mes petites facultés supranormales de télépathie, ou de projection de conscience, ou de voyage astral, ou de clairaudience. Et si je dois faire un peu de syntonisation karmique, je fais vraiment très doucement. D'accord. Ouais. Ok. Je me contente de rouler en BM au lieu de rouler en Ferrari. Je me contente. L'homme le plus riche du monde, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Il y en a, ils ont tout et ils sont malheureux. On est très riches. Ouais. Moi, depuis l'âge de 40 balais, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Et il n'y a pas plus heureux que celui qui se contente de ce qu'il a. Ça, je te confirme. Je te confirme. T'as des questions? Non, ça va. Non, c'est clair. Clément, quand j'ai dit t'as une question, il a 3 questions en réserve. Ouais, il tourne sur 3. Je ne peux pas tout faire en même temps. Je ne peux pas écouter, je ne peux pas vérifier, penser aux questions. Alors, suite à cette vidéo, alors qui est juste un survol, hein, on a survolé, ça sera l'objet de vidéos spécialisées, c'est-à-dire l'alchimie chinoise, je vais faire une capsule que sur l'alchimie chinoise. L'alchimie japonaise, que japonaise. Donc sur l'alchimie chinoise, on traitera tout ce qu'on vient de parler de tout à l'heure, de la route de la soie, des diverses écoles, l'école des 5 boisseaux, etc. Quand on parlera de l'alchimie japonaise, j'évoquerai le Sohei, le Shugendo. Donc on m'a posé des questions, ça arrive bientôt, on parlera de la voie Shugendo. Quand je parlerai on fera une vidéo spécialisée sur les chakras, sur l'hindouisme. Donc là on a vu les correspondances, on a compris que les chakras c'est pareil que les creusets, que les chaudrons, que les dings, que les diantanes, les chants du cinabre, tout ça c'est pareil, ça parle tout des transducteurs sensoriels. Donc tout ça, ça fera l'objet de vidéos spécialisées, là c'est un survol. Ça vous a permis de voir que, enfin j'espère, que l'alchimie est universelle et consensuelle. Il n'y a pas un peuple qui a dit
ça marche comme ça différemment. Non, non, ils sont tous dits pareil. pareil. Ah oui. Des noms différents, mais tous la même chose. Il suffit de procéder aux conversions linguistiques. Tout à fait. C'est expliqué pareil. Alors c'est crypté, beaucoup. C'est-à-dire l'avantage d'un supraconscient, c'est que quand il atteint l'enstase mystique, il récupère un des CD, c'est le SOD, c'est le Hagakure. C'est une faculté qui nous permet de comprendre intuitivement le sens profond des écritures et des symboles et des dessins. Donc, par exemple, dans l'alchimie asiatique, on m'a envoyé des dizaines et des dizaines de mails où on me disait mais je ne trouve pas Zenzu. Où il est? La perle du dragon, elle est où, Zenzu? Elle n'est pas dans les textes. Les Chinois ont décidé de le crypter dans les dessins. Donc j'ai expliqué tout à l'heure que le Zenzu, c'est cette perle qui est dans les griffes du Qianlong, avec ce combat perpétuel avec son propre Feng Wang, avec sa propre entité organique qui n'arrête pas de naître et de mourir dans son champ aurique. Donc on verra petit à petit, au fur et à mesure qu'on rentrera dans le noyau de l'initiation, je dévoilerai tous les encodages, tous les cryptages. Parfois c'est du dessin, parfois c'est une allégorie, c'est dans une syntaxe, on remettra tout en ordre et vous allez vous dire « Ah mais c'est vrai, voilà pourquoi tel mot veut dire ça ». Mais en fait, l'alchimie, elle est universelle et consensuelle. Elle est universelle dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que tout l'univers est peuplé, qu'il y a des êtres à 1, 2, 3, 4 et 5 creusets, et que nous faisons partie des êtres à 4 creusets, c'est-à-dire des êtres qui bâtissent des civilisations. Tout l'univers est peuplé, toutes les galaxies, tous les systèmes stellaires, pratiquement tous ont des planètes telluriques qui abritent la vie. Il y a des civilisations plus ou moins avancées. Il faut savoir que les humains, on est parmi les civilisations les plus avancées de l'univers. Ne fantasmez pas qu'il y a des super extraterrestres avec des civilisations merveilleuses. Non, non, on va atteindre bientôt, comme plein de civilisations dans l'univers, on va atteindre notre seuil de stagnation technologique. Dans 50, 60 ans, l'humain ne fera plus de découvertes scientifiques majeures. Il aura atteint son seuil de stagnation technologique. Il faut savoir qu'on arrive dans cette course avec toutes les civilisations, on arrive au plein potentiel de ce que peut générer des êtres à 4 creusets. Les êtres à 4 creusets génèrent des civilisations. Ils trouvent la vapeur, l'électricité, l'atome, la fusion. À un moment donné, ça plafonne l'énergie du point zéro, puis à un moment donné, ça plafonne, parce que c'est comme ça. Et puis, pour aller plus loin, il faut devenir une conscience merkabique. Et là, quand on sera des cubes métatroniques, donc chez les Asiatiques, on dit des Qianlong impériaux, quand on sera complètement éthérisé, qu'on sera des consciences divines, là on récupérera des pouvoirs qui paraîtraient pour nous là de la magie. On sera capable de former des planètes. Un cube métatronique, il a 2 vocations dans l'univers. Une des vocations, je l'ai dit, la deuxième, je la dirai un peu plus tard. Il y a des géocroiseurs, il y a des cubes métatroniques, ils parcourent l'univers de part en part. Alors un cube métatronique, si vous voulez une description, il y en a un dans l'Apocalypse de Saint Jean. La Jérusalem céleste décrit un cube métatronique de 2200 km d'arête. Donc les cubes métatroniques, il y en a qui font la taille de Mercure, des planètes telluriques. Mercure, Vénus, Mars, la Terre, ça fait à peu près la taille d'une planète tellurique. Les géocroiseurs n'ont pas de planète dans leur barycentre. Ils se baladent dans l'univers. Ils ont une fonction, je l'expliquerai. Ils se baladent, ils géocroisent dans l'univers. Par contre, il y en a qui sont statiques, enfin pas statiques, ils orbitent autour du Soleil. Ceux-là, de cubes métatroniques, ces Qianlong impériaux, créent des planètes. Ce sont eux qui font ces disques d'accrétion et qui agrègent la matière pour créer des planètes. Notre planète Terre est un cube métatronique à 5 creusets. Elle est consciente. Elle a un niveau de conscience divin, elle a le 5e creuset. Donc elle ne pense pas comme des humains, c'est un autre niveau de conscience. Mais c'est grâce à ce niveau de conscience que la Terre est comme elle est. C'est les cubes métatroniques. Mars a été habitable à une époque. Vénus a été habitable, mais il y a plusieurs milliards d'années, je ne parle pas de maintenant. C'est-à-dire les cubes métatroniques, à certaines époques de leur évolution, ils vont faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'air respirable, de l'eau liquide, de la végétation, des êtres à 1, 2, 3 et 4 creusets. Enfin, 4 creusets, nous, ça fait pas longtemps. Nous, on est arrivés sur la planète, on est les premiers êtres à 4 creusets.
On a généré notre quatrième creuset il y a 17, 18, 19 000 ans à peu près au paléolithique supérieur. Et jusqu'à cette époque, il n'y avait que des êtres à 3 creusets sur la planète. Donc voilà, les cubes métatroniques planétaires, eux, créent la vie. Ils ont besoin d'être ensemencés, on en parlera petit à petit dans le noyau. J'expliquerai comment ça fonctionne. Tiens, je fais une parenthèse. On me demande souvent les soleils, les trous noirs. Qu'est-ce que ça a à voir dans cette architecture divine? On m'a demandé plusieurs fois sur les trous noirs. Alors, parce que dans certaines vidéos, j'explique, ou dans d'anciennes publications, j'explique que certaines voies, la voie asiatique ou d'autres voies, se servent de Sagittarius A', c'est-à-dire le trou noir supermassif qu'il y a dans le moyeu de notre galaxie. Alors, c'est un passage vers l'antéversus, donc les supraconscients le savent, tous ceux qui font du voyage astral le savent. Les trous noirs, en fait, les scientifiques, les astrophysiciens, ne savent pas leur fonction et leur nature, ne savent pas. Ils pensent à des trous de verre, ils se disent, tiens, est-ce que c'est relié, est-ce que les galaxies, le trou noir de trou noir à trou noir, est-ce qu'il y a un trou de verre, on peut se déplacer de galaxie en galaxie, oui, parce que tout est interconnecté dans l'univers, mais ce n'est pas leur fonction. Leur fonction, c'est des sublimateurs. Les soleils pulsent du yuan ki bipolarisé, du ki positif, du ki négatif, du prana négatif. Alors, chez les hindouistes, on ne dit pas prana négatif ou prana négatif, on dit ida prana, shushuma prana et pingala prana, c'est-à-dire le neutre, le plus et le positif. Chez les asiatiques, c'est du ki positif, ki négatif et yuan ki, le ki neutre divin. Donc les soleils pulsent de la force vive consciente bipolarisée et les trous noirs la réabsorbent. Ce sont des sublimateurs, ils la recompriment mais le renvoient au niveau infrascopique, c'est-à-dire la pliure elle se situe là, c'est-à-dire les soleils distillent cette force vive qui donne la vie, hein, ça donne la vie végétale, la vie organique, la conscience même, elle est issue, notre conscience individuelle est issue de cette conscience cosmique universelle. Et les trous noirs resubliment ce yuan ki et la matière, même la matière, les leptons, les protons, même les photons, ils le compriment dans le trou noir et le réinjectent au niveau infrascopique, ils le réinjectent dans les quarks, ils le réinjectent dans le monde subatomique. Ça paraît bizarre comme ça, mais l'infiniment grand et l'infiniment petit sont séparés par une feuille de papier. On en a vraiment conscience quand on est en état modifié de conscience. Et cette intégrité tensioactive de l'univers, elle est maintenue par les soleils et les trous noirs. Les soleils pulsent, ce que les Égyptiens appelaient le Kaaba, le Ka négatif et le Ba positif, ils pulsent du Kaaba et réabsorbent le Kaaba pour le sublimer en Ak, en étincelle divine. Ça redevient de la force vive consciente neutre sublimée. Donc voilà, l'intégrité tensioactive de l'univers, elle réside sur les soleils et les trous noirs. Systole, diastole. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, on m'avait dit d'approfondir, j'en profite pour approfondir. Voilà. S'il n'y a plus de questions, moi j'ai fini. Une dernière question. Où en est ton livre? En cours d'écriture. Alors, oui. Je suis corse. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Alors j'écris quelques lignes, quelques pages, je fais mes graphiques. Je vais doucement parce que je ne fais pas ça pour l'argent. Donc je veux le faire bien, je veux que ce soit un travail propre et je veux que les gens ils en aient pour leur argent. Ça sera en dessous de 25 €. Hein. Je vais faire un livre, je vais essayer qu'il soit abordable pour tout le monde et puis je veux que ce soit sérieux. Donc je ne veux pas faire un truc à l'emporte-pièce, c'est un cours d'écriture. Et puis tu sais, tu connais mon caractère, je suis perfectionniste. Donc des fois, j'ai tout fait, tout bien, un chapitre. Il suffit que je remette le nez dedans, je dis non, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, là il faut que j'améliore, ça il faut que je change. Donc des fois je me mets en transpiration. Alors prenez patience parce que c'est pas pour demain. Non, mais j'ai dit à tout le monde, j'ai prévenu, j'ai dit ça sera en mai, juin, et puis enfin ça arrivera quand ça arrivera, mais ça arrivera, ça sera sérieux, je vais le faire sérieusement. J'en doute pas. Voilà. Ah ben s'il n'y a plus de questions, on a fini. Eh ben, c'est parfait. Ben, écoutez, on vous remercie. Merci Jean-Paul en tout cas. Merci Alexandra. Encore, ben, grâce à tout ça, tu nous as fait un peu voyager, tu nous as donné plein de connaissances. Ça c'est top de partager tout ça. Ben, il y aura le prochain volet, c'est l'alchimie, le parcours alchimique individuel. Voilà. Je parlerai de mes propres recettes, de quelques alchimistes connus, Paracelsus, Nicolas Flamel. Voilà, on fera un petit tour d'horizon. Ça sera le parcours alchimique personnel.
Merci Clément. Il n'y a pas de quoi. Restez connectés parce que je pense que la semaine prochaine, on fera un live, si Oui. tout va bien, On fera un débriefing de cette vidéo. entre autres. Et voilà, et on répondra aux questions, quoi. Donc, comme d'habitude. Et on n'oublie pas le pouce et en bas l'abonnement. Ah oui, tiens, je fais une petite parenthèse. Nos vidéos font en moyenne maintenant, les lives ou peu importe, le font on va dire 10 000 vues, à peu près. Il y en a qui font un peu moins, un peu plus, des fois font 10 000 Mais vues. où êtes-vous? Et on a 5 700 Eh oui. abonnés. Ça veut dire qu'il y en a un sur deux, tout simplement, qui oublie de cliquer sur le petit bouton abonnement. Donc faites-le. Nous c'est un pur plaisir personnel parce qu'on n'a pas monétisé la chaîne, on ne fait pas ça pour les sous. C'est juste pour avoir de la visibilité et gagner le plus de gens possible. Voilà, exactement. Donc parlez-en autour de vous, abonnez-vous, partagez. C'est gratuit. Voilà, bien sûr, c'est gratuit. Et les petits pouces, voilà, normalement, ça devrait correspondre au nombre d'abonnements et au nombre de vues. Enfin, tout devrait coïncider. Voilà, ça fait un truc bien au carré, hein, Jean-Paul? Voilà, ça me plaît quand c'est comme ça. Voilà, Ça, c'est exactement. clair. En tout cas, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Voilà, plein de bonnes choses pour vous. Et on se retrouve donc normalement dans la semaine prochaine pour un live. À très bientôt. Merci Au revoir, beaucoup. messieurs, dames. Au revoir. Bye bye.